ce n'est qu'une partie de l'esprit que l'IA va réussir à automatiser, mais le problème, c'est que notre système éducatif, notre conception industrielle de l'intelligence depuis 200 ans, nous a fait réduire tout l'esprit à ça. Comment aborder l'éducation de nos enfants dans le contexte de l'intelligence artificielle? Déjà, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Pourquoi est-ce que ça fait peur et est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce qu'il faut s'en méfier? J'ai demandé à ChatGPT de me décrire l'intelligence artificielle. Alors il me dit: l'intelligence artificielle est la création de machines capables de penser, d'apprendre et de résoudre des problèmes de manière autonome. Les applications de l'IA sont vastes et promettent de révolutionner de nombreux secteurs. Par exemple dans la santé, mais on a également dans les véhicules autonomes pour détecter les obstacles et optimiser les trajets. Et enfin, il parle pour les systèmes de recommandation tels que ceux utilisés par les plateformes de streaming. Ok, pourquoi pas. En effet, l'intelligence artificielle, donc l'IA, c'est avant tout un outil. Mais plus qu'un outil, c'est une étape de développement dans notre civilisation. Je pense que c'est sur le même plan que la lecture silencieuse ou l'imprimerie, et Idriss Aberkan, dans sa conférence, compare à la radio. La différence, donc, c'est la vitesse avec laquelle ces changements pourraient et vont probablement se produire. Toujours dans cette conférence, il parlait du siècle dernier qui était découpé en dizaines d'années et que bientôt ce serait plutôt par 2 ans, voire par 1 an à la fois, que des changements de société vont se produire, des spécificités qui vont marquer les époques vont se succéder beaucoup plus rapidement. Donc effectivement, c'est impressionnant. C'est la principale peur en ce qui concerne l'IA, c'est le manque de contrôle et l'imprévisibilité de son évolution. Le mythe du veau d'or, c'est que l'humain a tendance à vénérer ses propres créations. Et du coup, il se sent terrifié parce qu'il se dit mince, j'ai créé quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi. On ne peut pas dire à l'heure actuelle quels secteurs vont être le plus touchés et le plus transformés, ni dans quelle mesure, mais c'est très clair qu'il y a des milliers d'emplois qui vont bientôt devenir obsolètes. Est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? C'est comme d'automatiser les tâches qui étaient des emplois répétitifs à l'heure de la révolution industrielle. Ce sont les emplois peu qualifiés qui seront les plus simples à remplacer. Même chose, c'est la mécanisation de l'esprit. Dans mon essai, j'ai appelé ça la noétisation, du grec nous, l'esprit. Et il y a la noétisation qui va automatiser une certaine partie de l'esprit. C'est ça. Mais pour l'heure, l'IA nous terrifie parce que tout ce qu'on a érigé, pas depuis 10 ans, depuis 2 siècles, comme l'excellence de l'esprit, est en fait automatisable par l'IA. Donc je faisais le parallèle avec des calculatrices. Donc les enfants apprennent toujours le calcul mental et les tables de multiplication, alors que tout le monde a un portable dans sa poche avec une calculatrice. Mais c'est une étape importante dans le développement de la logique et dans l'utilisation dans la vie quotidienne. Elle se fait surtout par les compétences d'estimation, c'est-à-dire se rendre compte de, oui, à peu près combien ça va nous coûter de faire nos courses ou pour éviter les arnaques. Comme ça, on se rend bien compte si un grand écart entre ce qu'on s'attendait à payer et ce qui est notre facture, on peut se dire: «Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Où est la différence?» Donc de la même façon, l'IA va automatiser toutes sortes de tâches, mais avoir des compétences ne serait-ce que basiques va rester très important pour détecter les erreurs ou les manipulations possibles. Notamment les compétences de logique, se rendre compte, prendre l'exemple de la crise récente, quand on voyait le nombre des morts défiler sur nos écrans en nous disant, et puis après on voyait l'âge moyen des décès, c'était 80 ans. Garder les choses en perspective et ne pas se laisser manipuler, ça va demander du bon sens et une éducation au bon sens va être de plus en plus importante. Donc ce qui me fait peur, c'est pas l'IA, c'est plutôt la collection permanente des données et l'usage qui en est fait. Qui est-ce qui contrôle ce réseau de ressources? Qui est-ce qui entraîne l'IA? Qui est-ce qui lui fait ce modèle? Quel est le monde meilleur que l'on cherche à atteindre avec cette IA? Qui est-ce qui entraîne l'ordinateur à faire ces modèles? Qui est-ce qui lui donne ces données sur lesquelles il se base? Parce que c'est ça qui est important. Ce qui me fait peur, c'est la systématisation du Big Brother. Si vous vous souvenez des camionneurs canadiens qui avaient eu leur compte en banque bloqué, il y a aussi toutes sortes de choses qui se passent en Chine dont on connaît même pas la moitié sur, les crédits sociaux et la possibilité d'avoir accès à certaines choses. Moi, c'est plutôt ça qui me fait peur. C'est pas tellement l'IA, c'est l'utilisation qui en est faite, n'est-ce pas? Donc il est bon de rester prudent face à cette nouvelle technologie, qui est un développement rapide. Mais ce qui me rend le plus méfiante surtout, c'est tout ce qui est sous prétexte de confort, réduire notre liberté et notre vie privée. C'est-à-dire laisser des gens accéder à des choses qu'ils n'ont pas besoin de savoir. Et surtout, qui sont ces gens? Et qu'est-ce qu'ils savent? Et qu'est-ce qu'ils veulent faire de ces informations? Voilà, bon, c'est un peu, le côté, conspiration. Mais bon, est-ce une conspiration si c'est prouvé vrai? Mmh. On ne peut pas prédire dans quelle mesure un jour la pression sociale pourra peser sur les enfants
de leur dire, écoute, si tu t'es pas mis la puce, la dernière puce, tu pourras pas avoir tel métier. Qu'est-ce qui fait la spécificité de l'être humain? J'ai demandé à ChatGPT ce qui fait la spécificité de l'être humain. Il m'a dit, en numéro 1, la cognition complexe, c'est-à-dire une capacité cognitive supérieure qui permet d'avoir une pensée symbolique, de raisonner de manière abstraite et de résoudre des problèmes complexes et de planifier pour l'avenir. Ensuite, on a donc l'utilisation du langage en particulier. Ensuite, on a en numéro 2 la conscience de soi. Prendre conscience de soi en tant qu'individu, avec des pensées, des émotions et une identité personnelle. Cette conscience de soi est souvent associée à la réflexion sur le passé et sur l'avenir. Intéressant. Enfin, numéro 3, la culture et la transmission des connaissances. Les humains sont capables de créer et de transmettre des connaissances culturelles de génération en génération. Développer des langages complexes, des systèmes de croyances, des normes sociales, des outils et des technologies qui évoluent et s'améliorent. Très bien, mais évidemment, il manque une dimension spirituelle. ChatGPT mentionne tout de même les systèmes de croyances, mais il n'y a aucune mention de l'âme, de la morale ou du surnaturel. Forcément, car ChatGPT a été entraîné par des modèles athéistes, un peu comme Wikipédia qui se veut neutre, mais si on regarde bien, c'est pas vraiment possible d'être neutre, puisque les personnes, les humains qui sont derrière, sont forcément subjectifs. Donc c'est pareil pour ChatGPT qui se veut être une machine, il est quand même entraîné par des humains qui ont des émotions et qui veulent donner une direction. Donc c'est toujours la même question de quel est le monde meilleur qui est derrière. Qui est-ce qui a décidé de ce qui était ce meilleur? C'est le problème du monde athéiste, où chacun doit définir ses propres critères, comme quand on lit dans le livre des Juges, chapitre 17. À cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui plaisait. Voilà, c'est le chacun voit midi à sa porte, le relativisme absolu qui tourne à l'absurde. On en vient à dénier la loi naturelle. C'est ce qu'on voit aujourd'hui quand les gens ne savent plus définir ce qu'est une femme. Comme nous disait Chesterton, on allumera les feux pour attester que 2 et 2 font 4, on tirera l'épée pour prouver que les feuilles sont vertes en été. Revenons au récit de la création. C'est capital au sens étymologique, c'est-à-dire c'est bien la tête. Caput, c'est la tête, qui remet tout en ordre. Ça me sert de boussole quasiment au quotidien. Lisez-le, ce récit de la création. Lisez-le à vos enfants. Faites ces références, non comme un culte de bourrage de crâne, mais une référence précieuse. C'est un trésor. Cette Bible, c'est un trésor. Lisez-la à vos enfants. Mais en particulier, c'est le récit de la création. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons des mers, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux domestiques, sur toute la terre, sur les reptiles qui rampent sur la terre. » Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâles et femelles. Et Dieu les bénit, et il leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, et soumettez-la, et dominez sur les poissons des mers, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur terre. » Ce trésor, c'est ça. L'homme est à l'image de Dieu. Bien, cela remet tout en place, donne du sens à tout le reste. L'homme est précieux, infiniment digne. C'est pas juste un animal avec une petite connexion électrique déficiente qui lui crée une conscience. L'homme est créé avec un but. Il a un sens à sa vie. C'est aimer Dieu, le servir sur cette terre et vivre éternellement avec lui. Ce n'est qu'une partie de l'esprit que l'IA va réussir à automatiser, mais le problème c'est que notre système éducatif, notre conception industrielle de l'intelligence depuis 200 ans, nous a fait réduire tout l'esprit à ça. Et du coup on est dans une angoisse absolue parce qu'on se dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui va nous rester ?» Ce qui nous rend plus humains, c'est de ressembler à Dieu, vraiment, en profondeur. Plus on lui ressemble et plus on est humain. C'est le principe de la théosis dans les églises orientales. C'est ça la théosis, c'est devenir ce que l'on est supposé être. C'est ce que nous dit saint Irénée de Lyon. Vous savez, cette pensée qui est souvent résumée à Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse se faire Dieu. La citation complète, c'est Jésus-Christ, à cause de son surabondant amour, est devenu ce que nous sommes, afin de faire de nous ce qu'il est. C'est la promesse de Jésus dans l'évangile de Jean. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc les brebis, effectivement, ce sont les humains, pas les moutons. Pour revenir au cadre de l'IA, je pense que c'est encore une fois capital d'élever nos enfants dans ce cadre religieux, parce que cela leur donne une lecture du monde qui a du sens, vers ce qui est bon et beau et vrai, vers la vie et la vie en abondance. Ma pensée, c'est que l'humain est supérieur à toutes ses créations. Un humain peut faire une cathédrale n'a jamais fait un humain. Comme toute révolution technologique conséquence, je pense qu'il va y avoir une dichotomie entre ceux qui prennent le train en marche et ceux qui restent sur le quai.
les maîtres de l'algo et les esclaves des machines. Et puis il y a ceux qui ne vont pas être concernés, ceux qui veulent se retirer du jeu. Vu l'ampleur du phénomène, ça va être vraiment difficile. Il faudrait vivre un peu comme les Amish, en autonomie ou avoir du terrain. Même dans ces conditions, c'est pratiquement impossible à l'heure d'aujourd'hui, puisque ne serait-ce que pour les nappes phréatiques, on dépend tous les uns des autres. Il n'y a plus vraiment de possibilité d'être en autonomie, d'être coupé du monde, de se séparer de la technologie. Donc c'est tentant, mais est-ce vraiment souhaitable? Pas forcément. Est-ce possible? Pas forcément non plus. Donc oui, cultivez votre jardin, bien sûr. Si vous avez la possibilité, faites cela, bien sûr. Mais il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas se dire qu'on échappera à l'intelligence artificielle, et à Internet et aux technologies en ayant du terrain, où que ce soit d'ailleurs, hein. Nous, on habite au Texas et ça reste, c'est pas plus libre qu'ailleurs, hein. Faut pas non plus, enfin, c'est beaucoup plus libre qu'ailleurs, mais c'est pas non plus la liberté absolue. Bref, on va en revenir au cadre de la mère de famille. Il faut pas avoir peur de dire on met plus de chances de notre côté si on arrive à faire l'école à la maison. Je sais que c'est pas facile, que c'est pas donné, que c'est pas évident, qu'il y a toutes sortes de choses à mettre en place, mais si vous pouvez y réfléchir, je vous encourage à faire ce que vous pouvez pour faire l'école à la maison. Après, si c'est pas possible, il y a d'autres stratégies qu'on peut mettre en place, mais l'idée, c'est de passer le plus de temps possible avec ses enfants, parce qu'on est les premiers éducateurs de nos enfants, tout simplement. Donc il y a quand même des stratégies qu'on peut mettre en place pour essayer de passer plus de temps avec ses enfants, le plus possible. C'est ce qui est le plus important, avoir du temps. Une fois qu'on a du temps avec ses enfants, on peut se consacrer à leur éducation, les aider à apprendre à avoir une vie de prière, ancrer leur vie dans le surnaturel et dans la réalité. C'est vraiment important à l'heure de l'omniprésence d'Internet, de Big Brother, de l'intelligence artificielle, surtout si elle est utilisée à des fins de manipulation. Donc, comme on dit en anglais, touch some grass. Apprenez-leur à toucher de l'herbe, à être en contact avec la terre, à vivre enracinés dans le réel, mais aussi avoir cette vie surnaturelle où on apprend la beauté de ce qu'est être un être humain qui ressemble à Dieu, c'est-à-dire développer les arts, les émotions, les connexions avec d'autres personnes. La poésie, il n'y a rien de plus contraire à l'IA que la poésie. Bien sûr, l'IA peut vous faire des poésies, mais il va suivre un principe mécanique qui n'a pas d'âme. Apprendre aux enfants à organiser leur vie selon les principes du beau, du bon, du vrai. Apprendre aux enfants à être maître de soi plutôt qu'esclave de ses passions. Être maître de ses émotions plutôt que manipulé par l'algorithme. Développer un sens critique pour repérer les erreurs logiques, les raccourcis de pensée qui ne mènent à rien. Leur apprendre à nourrir leur esprit mais aussi leur corps. De plus en plus veiller à ce que les deux types de nourriture soient saines. Parce qu'on peut bouffer des heures et des heures de TikTok en mangeant même pas des hamburgers, mais des cochonneries. Je sais même pas, je sais que j'en achète aussi du junk food comme tout le monde, mais j'essaie de limiter. C'est pareil, des fois je regarde sur YouTube, je vois plein de vidéos courtes qui sont censées être addictives. Oui, elles sont addictives, bien sûr, c'est le but. Il faut apprendre à les reconnaître et à les éviter. Donc apprendre à être maître de soi, je pense que c'est essentiel. Donc la troisième fois que je propose, ce n'est pas de faire sa vie en autarcie, ce n'est pas de se couper de la technologie. Et d'ailleurs, ma dichotomie entre le maître de l'algorithme et l'esclave, c'est pas vraiment réaliste, c'est beaucoup trop manichéen, pas assez nuancé. Et ce que je voudrais encourager chez mes enfants, c'est une position chrétienne qui remet l'IA à sa place d'outil, qui ne l'idolâtre pas, qu'ils ne la diabolisent pas non plus, qu'ils apprennent à en faire un bon serviteur. C'est l'IA qui est un serviteur, pas l'humain. Concrètement, quelle éducation pour nos enfants? Je pense que ça, c'est le but d'une vie, n'est-ce pas? C'est notre métier de maman à part entière. Commencer par l'éducation académique basique, lire, écrire, compter. Pourquoi je commence par ça? Parce que c'est pas évident de nos jours. Surtout si vos enfants vont à l'école. Qu'est-ce qu'ils lisent? Comment apprennent-ils à lire, à écrire, à compter? Est-ce qu'ils apprennent à lire? Je me souviens, moi j'ai fait mon éducation avant Internet. Quand on lisait Victor Hugo, il se comparait à Chateaubriand. J'avais aucune idée de qui était Chateaubriand. J'ai rien lu de Chateaubriand en faisant des études littéraires jusqu'en maîtrise. Juste un exemple, n'est-ce pas? Il y en a plein d'autres. Apprendre à lire, donc pas seulement à déchiffrer, mais aussi apprendre à lire d'autres médias. Comment lire une vidéo? Comment utiliser Internet? Quelle est l'information que je cherche? Comment trouver cette information? Ça, ce sont les éducations de base. Après, des éducations artistiques, connaissance des arts, bien sûr, mais aussi apprendre à les mettre en pratique,
apprendre à dessiner soi-même, voir que c'est pas si facile. Apprendre des artisanats, c'est-à-dire des savoir-faire, oubliés ou pas d'ailleurs, mais éducation spirituelle bien sûr, apprendre le catéchisme de base, vivre des sacrements, apprendre la philosophie, la théologie, éducation émotionnelle aussi, apprendre à reconnaître et diriger ses émotions, et donc toute la partie morale qui va avec, apprendre les vertus. Déjà savoir les nommer, ne serait-ce que nommer des vertus, ça change la vie parce qu'on peut mettre un nom sur ce qu'on essaye de faire et ça aide à développer ses capacités et les mettre en pratique quotidiennement. Une éducation physique, donc développer sa force, sa dextérité, mais aussi prendre soin de soi, apprendre à garder sa bonne santé, à optimiser son corps pour être en bonne santé et commencer bien sûr par la nutrition, que la nourriture soit ton premier médicament. Une éducation aussi qui est complètement passée à la trappe, c'est l'éducation politique. Au sens philosophique de comment le monde fonctionne, comment les lois sont passées, comment fonctionne l'économie, mais aussi l'éducation de la vie en société, les bonnes manières, la politesse. C'est très important pour la culture, c'est très important pour la vie en société. Et je trouve ça dommage que ce ne soit pas enseigné dans le système éducatif. Et je pense que c'est important, en tant que maman, de le transmettre à nos enfants. Voilà, je voulais vous partager cette citation de John Adams, un homme extraordinaire, le 2e président des États-Unis. Il y avait toute une série qui s'appelait John Adams, tout simplement. Très belle série, je vous la recommande. Une de ses citations connues, en tout cas aux États-Unis, dit qu'il doit étudier la guerre pour que ses enfants puissent étudier les maths, pour que leurs enfants puissent étudier les arts. Je vous donne la citation plus précise. Il est de mon devoir d'étudier la science du gouvernement, plus que toutes les autres sciences. Les arts de la législation, de l'administration et de la négociation devraient prendre la place et même exclure d'une certaine manière tous les autres arts. Je dois étudier la politique et la guerre pour que nos fils puissent avoir la liberté d'étudier les mathématiques et la philosophie. Nos fils devraient étudier les mathématiques et la philosophie. La géographie, l'histoire naturelle et l'architecture navale, la navigation, le commerce et l'agriculture, dans le but de donner à leurs enfants le droit d'étudier la peinture, la poésie, la musique, l'architecture, la sculpture, la tapisserie et la porcelaine. Avec l'accélération du monde, en particulier par l'IA, je crois que c'est mon devoir d'enseigner tout cela à mes enfants. Évidemment, on ne va pas aller dans le détail sur chacun de ces sujets, et c'est une façon générale de parler. Mais je veux qu'ils aient une éducation large, qui couvre de vastes étendues. C'est ce que nous dit Charlotte Mason, qui nous parle de la pièce vaste. J'ai une traduction très approximative. La question n'est pas qu'est-ce que l'enfant sait. Une fois que son éducation est terminée, la question est est-ce qu'il est intéressé? À combien de sujets s'intéresse-t-il? Quelles sont les dimensions de sa pièce, la pièce où il se tient? Est-ce une vie abondante qui l'attend? C'est exactement l'idée du choisis la vie du Deutéronome. Choisis la vie afin que tu vives. Quand j'étais ado, je ne comprenais pas du tout ce verset. Je venais d'un système de pensée athéiste, nihiliste, qui n'avait pas de but dans la vie. Je ne comprenais pas pourquoi la vie, pourquoi pas la mort. Il y a comme un attrait du suicide. Et il faut comprendre ce qu'est la vie en abondance pour pouvoir choisir la vie. Donc donnez à vos enfants cette envie de vivre, des raisons de vivre. Donnez-leur une passion, la passion d'une vie qui a du sens, qu'ils puissent trouver comment exprimer ce qui les fait vibrer. N'ayez pas peur de l'IA, mais préparez-les et préparez-vous. Un esprit qui n'est que logique, c'est peut-être ça qui fait qu'on vénère l'IA aujourd'hui. Et peut-être que nous, ce serait le temps qu'on développe un esprit qui aille au-delà de cette seule dimension. Donnez-lui la passion, donnez-lui ce qui fait que quand tout est bidon, quelque chose reste vrai. Je vous laisse avec ce petit extrait d'une interview de Boris Johnson qui raconte comment, quand tout devient difficile, il récite l'Iliade. Quand le monde n'a plus de sens, quand on est, comme il dit, accroché à un arbre avec le crocodile qui nous attend en dessous, récitez la poésie. What I do when I'm in trouble, I recite to myself Main Thea Peleia Joe Akileos. Ulomanein, Homuria Kaios Algiatheke. Polastithimus Psukas Aedi Proeapsin. Hero o, now tuste heloria teuki kunesin. Oionosi de passi, diostia teleto bule. Ex hude ta prota, dies tatene erisante, atredes hianaxandron kai dios, Achilles. Letus kai dios huios, hoga basilei colothis, nussonana straton orstica cain, ole conto de laoi, hunecaton crucein, atimase naretera atredes. Ho!